Alors, je leur disais merci d'être là. Merci vraiment beaucoup parce qu'en fin de semaine, j'étais très découragée en lisant les journaux. Et là, d'avoir comme ça 5 personnes qui, à peine plus que 24 heures d'avis, disent oui, on veut venir parler de la démocratie puis mettre des idées sur la table parce que c'est vrai que la démocratie a un gros rhume en ce moment. Ben, on est content de les avoir. Je vous les présente tout de suite. Tiens, on va y aller dans l'ordre de la table. Ludwig Moquin-Baudry, professeur de philosophie au collégial. Bonjour. Bonjour. Mélissa Molène-Dupuis. Bonjour. Oui. Activiste autochtone et co-organisatrice de Idle No More Québec. On reçoit notre lavage de la semaine de temps en temps. Même chose pour Martine Hébert. Bonjour. Bonjour. Vice-présidente principale de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Il y a aussi Jean-Pierre Charbonneau. Bonjour. Bonjour. Ancien Catherine. député du Parti québécois, ancien journaliste, ancien président de l'Assemblée nationale. Et finalement, au bout de la table, c'est peut-être la nouvelle venue qu'on n'a jamais reçue encore à l'émission, c'est Noliwe Delanon. Bonjour. Bonjour, Catherine. Noliwe Delanon, qui est présidente de Force Jeunesse, qui est professeure de gestion internationale à l'Université Laval, qui était tellement intéressée par le sujet qu'elle a même fait la route depuis Québec. C'est gentil d'être là, Noliwe. Alors, je vais vous dire d'où on part. On a trouvé que ces articles de la fin de semaine nous ont fait un peu mal. D'abord, un sondage Crop La Presse, publié en fin de semaine, qui nous montre que près des 2/3 des Québécois ressentent une forme ou un sentiment d'exclusion, on pourrait élaborer là-bas, qui les amène à rejeter les élites perçues de la société. Je dis bien les élites perçues parce que c'est bien relatif. Qu'est-ce qu'on a l'impression qui représente une élite? Puis le niveau d'exclusion, le degré auquel on se sent exclu varie aussi, mais il y a quand même près des 2/3 des Québécois qui se sentent exclus à un degré ou à un autre. Et en même temps, quelques pages plus loin, en fin de semaine, dans la presse, on lisait que 23% des jeunes adultes américains disent qu'un système démocratique est mauvais pour leur pays. 23%, là, c'est plus qu'un sur 5, dit que le système démocratique est mauvais pour leur pays, alors que ce chiffre-là était de 16% en 1995. Je sais pas vous, là, mais moi, ça m'a jeté à terre. Puis en équipe, on en a parlé. On s'est dit, est-ce qu'on va trouver facilement des gens qui sont prêts à venir ce matin défendre la démocratie? Ils ont dit oui. Je les remercie encore et je vais commencer par leur demander. Je suis sûre qu'ils sont pas découragés en lisant ça parce que sinon, ils seraient pas ici. Mais est-ce que vous avez été surpris d'un sondage comme celui-là? Si je vous demande ça à vous, le doyen, là, Jean-Pierre Charbonneau. La réponse, c'est non. Vous n'avez même pas été surpris? Non, je suis pas surpris parce que, bon, ça fait une trentaine d'années que je m'intéresse à ces questions-là. Je collectionne, par exemple, j'ai sorti mes dossiers, les sondages sur la confiance des citoyens envers les dirigeants politiques, envers les élus depuis au début des années 90, et j'ai sorti mon dossier. Et ça n'a pas varié. Donc, les gens pensent que... Est-ce qu'on pourrait dire que c'est des cycles? Parce que là, on parle d'augmentation. C'est-à-dire que c'est des cycles, c'est-à-dire que d'abord, la classe politique a jamais été vraiment appréciée, sauf à certaines exceptions, dans certaines périodes particulières, puis dans certains contextes nationaux. Mais en général, les gens ont une méfiance, je dirais, atavique depuis l'âge de pierre envers les dirigeants qui, plus souvent qu'autrement dans l'histoire de l'humanité, ont abusé du pouvoir. Mais il y a des cycles, c'est-à-dire actuellement, on vit en Occident en particulier, un contexte mondial qui fait qu'après avoir vécu des années supposément plus intéressante après la Deuxième Guerre mondiale, là, on se retrouve dans un cycle plus dépressif. D'accord. Et là, c'est clair qu'à ce moment-là, il y a la conséquence, c'est que les gens, non seulement continuent de perdre confiance, mais deviennent plus cyniques et plus décrochés comme citoyens de la chose publique. Bon. Je vais me tourner maintenant, après le doyen, je vais me tourner vers la plus jeune, Noliwe Delanon. Est-ce que vous avez été surprise, vous qui êtes une personne justement engagée, qui croit à l'arrimage entre le citoyen et puis la politique et tout ça, est-ce que ça vous a surprise, ces chiffres-là? Non plus, ça ne m'a pas surprise parce qu'effectivement, on sait depuis longtemps qu'il y a une désaffection civique. La question qu'il faut se poser, c'est de qui est-ce qu'on parle et quels sont les découpages qu'on peut faire de ces statistiques-là, parce qu'il n'y a pas d'homogénéité dans le corps électoral, il n'y a pas non plus d'homogénéité chez les jeunes. Il y a une diversité de réalités qu'il est important de comprendre. Donc, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, qu'on soit quelqu'un issu des régions ou de Montréal, qu'on soit quelqu'un de groupes racialisés, qu'on soit quelqu'un issu de catégories socioprofessionnelles marginalisés, on n'a pas le même rapport aux politiques, on n'a pas le même rapport au droit, et donc on n'a pas le même rapport à la participation démocratique. Donc ça, c'est un phénomène qu'il faut mieux comprendre, et on a tendance à le sous-estimer. Donc moi, la première des choses que j'ai envie de dire, c'est essayons de comprendre qui sont ces jeunes, par exemple, quand on parle de jeunes qui sont désintéressés par la politique, et comment est-ce qu'on s'attaque au problème, et notamment c'est par la pratique des institutions au quotidien, par le droit. qu'on peut s'y attarder. Oui, ça, on va revenir à la pratique des institutions. C'est une drôle de formule, mais vous le faites très, très concrètement avec Force Jeunesse. Quand même, là, j'en ai deux qui sont même pas surpris. Mais si je vais à une autre donnée du sondage américain,
4 jeunes Américains sur 5, 4 sur 5, pensent que l'armée devrait avoir le droit de prendre le pouvoir si le gouvernement était jugé incompétent. Là, Martine Hébert a l'air un petit peu découragée, quand même. Découragée, certain, parce que ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, et c'est là que ça montre qu'il faut ramener dans les écoles, là, puis on va venir aux solutions tantôt, je le sais, mais oui, il faut bientôt. ramener dans les écoles des cours sur ce que ça veut dire une démocratie et ce que ça veut dire aussi une dictature. Puis c'est quoi la vie quotidienne dans une dictature où justement l'armée, c'est ça. Donc, je trouve que effectivement, on a beaucoup de croûte à manger, puis on va avoir dans les solutions tantôt, là, on va avoir. Mais vous, un peu surprise quand même de donner comme celle-là. C'est-à-dire que, surprise, oui. Sentiment d'exclusion au Québec, ça, est-ce que ça vous a surpris? Sur la question de l'armée, oui. Mais sur la question du sentiment d'exclusion, non. Je suis pas surprise non plus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont jeté la couverte avec les exemples qu'on a eus, malheureusement, les exemples malencontreux, qui sont pas la norme, il faut le dire, mais qu'on a mis là sur la place publique comme si c'était la norme en politique. Je pense, par exemple, là, au maire Vaillancourt qui était déclaré coupable dernièrement. C'est sûr que c'est rien pour renforcer la confiance des citoyens, mais il faut se dire que heureusement, c'est pas l'ensemble des politiciens qui sont comme ça. Puis heureusement qu'on peut croire que... C'est vrai que, juste avant que les deux autres parlent, c'est vrai que c'est pas l'ensemble des politiciens, mais la majorité des gens pensent que c'est l'ensemble des politiciens. C'est ça. Et ça, c'est pas récent, c'est depuis qu'il y a des sondages. Oui. Ludwig Moquin-Baudry. Et même avant qu'il y ait des sondages, parce que cette fracture dont on parle en ce moment, là, entre une supposée élite, une élite perçue et le reste de la population, elle a toujours existé. Ce qui fait qu'on va la ressentir plus à certains moments ou à d'autres, c'est quand il y a précarisation du statut. Dans une société où tout va bien, où tout le monde réussit à plus ou moins réaliser ses rêves, se nourrir, se loger convenablement, pas trop s'endetter, avoir un horizon relativement clair pour son avenir, celui de ses enfants. La critique des élites est pas nécessaire. Le sentiment d'exclusion est moins fort, j'imagine. Exactement, mais c'est du moment où on sent un problème de précarisation, où on sent que l'horizon est pas si lumineux, pas si clair pour soi ou ses enfants, et c'est là que ça devient la faute. Il faut trouver quelqu'un sur qui mettre la faute. Oui. Et là, ça devient méfiance envers toutes les institutions. Et c'est ça, les institutions, les élites, l'immigration, et là, les intellectuels. Oui, les médias et tout. Des scientifiques, selon le sondage de la fin de semaine. Même les scientifiques, oui, c'est vrai. Et Mélissa Molène-Dupuis, surprise de ces résultats-là? Non, mais ça fait plus de 500 ans qu'on n'est pas surpris parce que l'idée de la démocratie, comme on en parle beaucoup présentement dans les médias, c'est une démocratie qui a été quand même, qui est rendue biaisée. C'est pas la démocratie d'origine, celle sur laquelle les Européens se sont inspirés en arrivant ici, qui était une démocratie horizontale. Les leaders n'avaient pas une forme de pouvoir pyramidal. Vous parlez de la démocratie, mettons, parmi les peuples autochtones? Oui, parce que le monde dit, mais c'est une invention américaine, européenne. Pas en tout, c'était inspiré. Ils n'ont pas traversé l'océan pour arriver ici avec une monarchie absolue pour dire, on va devenir démocrate, on va faire de la démocratie. Un des chocs qui a été grand pour les Européens, c'est de voir à quel point, quand ils sont arrivés ici, les Premières Nations se moquaient de leurs leaders ou que les leaders n'avaient pas un pouvoir absolu. Même que certains commentaires, c'était que pendant une bataille, si un guerrier décidait de partir, puis que le général disait « mais empêchez-le », puis le chef il disait « je peux pas l'empêcher, il fait ce qu'il veut ». Fait que l'idée du leadership traditionnel, qui n'avait aucun pouvoir vraiment, mais plus que des responsabilités, celui de nourrir, celui de s'occuper de sa communauté, a été beaucoup transformé. On parle de politiciens qui doivent travailler pour la communauté, mais c'est en amenant aussi l'idée qu'on veut encore cette hiérarchie-là, cette récompense d'une élite, alors que chez Premières Nations, c'était le contraire. Tu mangeais de la chenoute. On tombe un peu dans l'espèce de redéfinition de l'histoire. Je crois pas que c'était si angélique que ça et si extraordinaire que ça chez les Premières Nations. Puis la conception de la démocratie que vous parlez, c'est celle qu'il y avait dans la Grèce antique. Le problème, c'est que ça va bien pour des petites communautés. Quand est-ce que ça a pété aux frettes en Grèce antique? Quand, d'une part, les démagogues ont pris le contrôle des assemblées publiques et, deuxièmement, que les sociétés sont devenues plus complexes. Et la démocratie qu'on a aujourd'hui, c'est pas une démocratie directe, c'est une démocratie représentative. Pourquoi? À cause de l'abus de pouvoir des monarques. Et quand est-ce que ça a commencé? Il y a 400-500 ans en Angleterre, quand les seigneurs ont dit au roi, écoute, c'est assez, là, tu vas pas gouverner tout seul. Ça a commencé par être les seigneurs, on a fait la Chambre des Lords, après ça a été les bourgeois, les commerçants, là on a fait la Chambre des communs, puis les communs, ils sont devenus plus communs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les femmes, les jeunes, les citoyens ordinaires, les non-propriétaires, on a ça aujourd'hui. Mais ce qui a changé depuis, c'est que ça existait à l'époque où il n'y avait pas de masse, de moyens de communication de masse.
Et depuis une centaine d'années, un peu plus, les moyens de communication de masse et l'instruction qui a commencé à se généraliser a changé la dynamique entre de rapport entre les élus puis les citoyens. Justement, la démocratie qu'on parle gréco-romaine était quand même, il y avait des empereurs, il y avait des rois, il existait quand même une forme de royauté puis de pouvoir qui existait. Une hiérarchie qui n'existait pas, pouvait pas exister dans des groupes nomades séparés. Fait que si on veut changer justement des démocraties, si on veut changer ce que c'est et qu'on trouve handicapé présentement, c'est peut-être revenir avec des concepts originaux de communauté, parce que là, présentement, on désarme les municipalités pour donner tout à des pouvoirs plus centraux. Bon, ça revient à l'idée qu'on entend de plus en plus souvent de ramener plus de pouvoir, mettons, dans des lieux plus concentrés, là, des régions, un format de paroisse, mais au sens laïque, là, mais des plus petites communautés, c'est ça. Oui. On va sûrement reparler parce que ça fait probablement partie aussi des solutions que vous voudrez exploiter, un petit peu explorer un peu, Mélissa Molène-Dupuis. Mais justement, là, si on constate que, entre autres, tout ça s'est amplifié dans la société où, d'abord, on est plus nombreux, les communications de masse, l'éducation de masse et tout, est-ce qu'on n'a pas le choix de dire que si on veut apporter des solutions, il va falloir, premièrement, tenir compte, mais deuxièmement, utiliser ces choses-là comme un outil, le retourner? Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a 3 acteurs de la démocratie, 3 types d'acteurs. Il y a d'abord les citoyens et leur groupe de pression ou de représentation puis d'intérêt. Après ça, il y a les dirigeants politiques, les élus et tous ceux qui tournent autour. Et puis, troisièmement, il y a les médias, qui sont un peu le lien entre les deux. Et il y a une dynamique entre ces 3 acteurs-là, acteurs génériques, là. Et le problème, c'est quand on regarde le comportement éthique de chacun de ces 3 acteurs-là, on trouve d'énormes failles. Et même si on corrigeait une action, par exemple, ou un secteur, les 2 autres qui continueraient à agir de la même façon continueraient à intoxiquer puis à rendre malade cette démocratie représentative. C'est pour ça qu'il faut travailler à la base. Moi, je dis qu'il faut revenir à la base parce que cette dynamique-là, elle fausse les perceptions. Ils ont vu dans un univers de perception, puis les perceptions changent vite, rapidement. On le sait que avec les médias sociaux, avec les canaux de nouvelles continues, on est dans un univers où cette perception-là, elle change constamment. Donc, faut ramener, moi, je pense, faut se revenir à la base et ramener dans les écoles, entre autres, des cours d'éducation sur ce que c'est que notre démocratie. Okay. C'est quoi les élus? C'est quoi un député? À quoi ça sert? Les gens ont l'impression que ça sert à serrer des mains dans des cocktails de financement ou à ramasser des enveloppes brunes, alors que c'est pas ça. Et je pense que c'est là où on a un rôle dans la société de ramener ces concepts-là et cette éducation-là, cette connaissance-là chez nos jeunes. Ça semble un chantier avec lequel pas mal tout le monde est d'accord. Il faut carrément éduquer très jeune les enfants à la citoyenneté. Et là, on se donne le droit de rêver ce matin, OK? Parce qu'on entend déjà des professeurs dire, oui, mais il faut qu'on leur parle de ceci, de cela, puis il y a tant d'heures de ci, puis tant d'heures de ça, on n'a plus de place. Bon, OK, on oublie ça ce matin. J'aimerais ça qu'on réfléchisse, là, puis que ce soit notre premier point de réflexion, de solution. Est-ce que, d'abord, vous êtes tous d'accord avec ça? Est-ce que oui, mais il faut d'abord partir du constat. Pourquoi ça? Parce que les citoyens, chez nous et ailleurs, sont civiquement incompétents. C'est-à-dire que, ça, c'est pas moi qui le dis, là. Il y a une étude d'un politicologue québécois, Henry Milder, qui est très connu, qui a fait ça après les États généraux, sa réforme démocratique en 2002-2003, qui avait conclu que, justement, les citoyens devaient bénéficier d'un système public d'aide à la citoyenneté, d'éducation à la citoyenneté. Ça fait 13 ans, on attend toujours. On attend toujours. Luduc Moquin-Baudry, vous avez été, à une certaine époque, très près de Québec solidaire. Je suis toujours. Vous êtes toujours. Est-ce que vous diriez ça, vous qui avez côtoyé des électeurs et tout, qui a un certain niveau, puis qui êtes professeur au cégep, est-ce que vous diriez ça, qu'il y a un certain niveau d'incompréhension ou d'incompétence des citoyens? Oui, c'est d'abord en tant que professeur que je le constate, parce que en tant que professeur de philosophie, on enseigne à tout le monde qui arrive au cégep. Hein. C'est pas certains programmes, c'est tout le monde qui suit des cours de philosophie. Et c'est là qu'on se rend compte si il y a certaines notions qui sont maîtrisées ou pas. Par exemple, je fais une activité au début de mon cours de philo 1, donc à l'automne, quand ils arrivent au cégep et qu'ils sont tout frais sortis du secondaire, je leur pose quelques questions, j'ai mis en paire, je change les paires. Et une des questions que je pose, c'est la démocratie est-elle le meilleur régime politique? À chaque fois que je pose la question, j'ai 1 ou 2 personnes dans la classe qui vont lever la main discrètement puis
me faire venir et me demander c'est quoi donc la démocratie. Donc, oh là là, donc quand on parle d'étudiants et d'étudiantes de cégep... un ou deux qui osent le demander, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui ne le savent pas. Exactement. Plus. Ils sont au cégep. Ils sont au cégep et c'est même pas tout le monde qui va au cégep. Donc, même parmi déjà, il y a eu excusez l'expression, un écrémage qui s'est fait et il y a des gens qui arrivent au cégep qui savent pas c'est quoi la démocratie. Non. Donc, il y a un cours d'éducation à la citoyenneté en ce moment au secondaire. Je sais... Est-ce qu'il est obligatoire? Il est partout? Il est intégré au cursus d'histoire. C'est ça. Histoire et citoyenneté, oui, c'est ça. Martine Hébert? Je ne suis pas spécialiste en éducation, je ne connais pas les programmes. Je sais qu'il faut renforcer ça dans les écoles. Je pense aussi ce qu'il faut faire, c'est d'apprendre aux citoyens comment fonctionne la démocratie pour qu'eux comprennent comment, en tant que citoyens, justement, ils peuvent influencer les décisions du gouvernement. Heureusement, il y en a encore qui joignent des groupes, que ce soit Force Jeunesse ou qu'on a des exemples ici, Idle No More, ou des groupes comme la FCEI, où moi, je représente les petites entreprises. Heureusement, il y a encore des gens qui croient à cette force-là parce que, et c'est important, moi, là, je le connais, le fonctionnement de la machine gouvernementale. Je baigne dedans tous les jours. Hein? C'est comme, je suis un peu comme Obélix dans la marmite de potions magiques, là. Je suis dedans tous les jours. Mais je sais que c'est énormément complexe aussi. Alors, je pense que c'est pour ça qu'il faut rappeler à nos jeunes, il faut, dès le jeune âge à l'école, expliquer comment fonctionne le système, pourquoi c'est important. À quel âge? Et ramener il y en a le plusieurs pouvoir. qui ont des enfants ici, là, où Ludwig... À 8 ans? Pourquoi 8 ans? 7-8 ans. Moi, je me rappelle mes premiers souvenirs politiques. C'était l'élection de 94, le référendum de 95. J'avais 7-8 ans et j'étais déjà capable de maîtriser certaines idées. Qu'on vous expliquait. Quand mes parents prenaient le temps de me l'expliquer, ça fonctionnait. Et c'est quoi l'avantage de le faire très jeune? C'est qu'on est sensibilisé très tôt à cette question-là. Tout le reste de ce qu'on apprend va se greffer à ça. Nollywood Delannon. Il y a des études, évidemment, qui montrent effectivement que le taux de participation est initial. Donc, la capacité d'un jeune très tôt à comprendre le fonctionnement des institutions politiques et démocratiques permet ensuite d'augmenter l'intérêt général de la population parce que ce sont des choses qu'on conserve. Donc, effectivement, plus tôt on intervient, mieux c'est. Sur la question de l'éducation, moi, je pense que ce qui est important, et puis là, c'est aussi en lien avec le rôle des médias, comme M. Charbonneau le soulignait, un élément qui est important, c'est de développer la capacité d'analyse critique et de pensée autonome des citoyens. Oui. Parce que, in fine, c'est ça. Condorcet nous disait, il faut une éducation qui permette de créer des citoyens indociles et difficiles à gouverner. C'est cela qu'on veut dans une société. Des gens qui soient capables de penser par eux-mêmes et d'être C'est exactement ce que responsable. veut faire, ce que tu dis, c'est exactement ce que veut faire Éric Lenoir, le philosophe français. Frédéric Lenoir. Et, par exemple, au Québec, un projet, puis Frédéric est associé à ça, moi aussi d'ailleurs, qui s'appelle Philo Jeunes. C'est-à-dire amener les jeunes dès le primaire à apprendre à réfléchir. Et la première chose, avant de les rendre compétents, il faut les rendre conscients. Parce que l'inconscience citoyenne, c'est aussi grave, sinon pire. Parce que si t'es pas conscient de ce que ça veut dire, la démocratie, par exemple, qu'il n'y a pas de démocratie sans solidarité. Tu sais, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, mais pour le peuple. Si les gens sont chacun chez soi, dans leur petit me, myself and I, il n'y en a pas de démocratie possible parce que chacun tire la couverte de son bord. La démocratie suppose la notion du bien commun, puis que les gens sont conscients que la solidarité, c'est la base fondamentale du processus démocratique. Le bien commun, là, en cette ère de succès individuel, est-ce que ça a forcément l'air... Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça ou il y en a qui vont dire non, ça passera plus, c'est trop, ça va sonner cucu, ça va sonner fleur bleue? Sur l'individualité, c'est d'ailleurs quelque chose qui a été un grand succès pour nos campagnes avec Idle No More, c'était qu'on le faisait pour la communauté. C'est encore très difficile de mobiliser autour de la communauté parce qu'on veut toujours dire pour moi et moi et moi. Ah ouais. Mais une des choses qui est, je suis d'accord pour l'éducation. Moi, je suis pour l'éducation, mais l'éducation de l'histoire, pour qu'on se rappelle ce qui a été fait. Ce qu'on veut pas refaire dans l'histoire. Parce que, je veux juste dire, si on fait des cours d'éducation politique, ça reste encore un système sur lequel on veut se baser, sur lequel on veut s'inspirer. Mais pour beaucoup de choses, pour beaucoup de peuples, c'est un système qui est encore très oppressif. Je veux dire, pour moi, présentement, ça représente beaucoup d'hommes blancs qui décident pour des jeunes femmes autochtones. Et c'est un système que j'aimerais qu'on voit varier. Et j'ai pas envie d'être éduquée pour voir comment je peux fonctionner dans ce système-là, mais comment je peux le modifier. C'est ça. Mais ça pourrait faire partie, parce que Nollywood Delannon, si je me trompe pas, Force Jeunesse, c'est ça, c'est de faire comprendre aux gens comment
ils peuvent modifier, entrer dans ce système, dans les institutions. Absolument. C'est ça? Oui, absolument. L'idée, c'est de nous, on part du principe que les institutions sont importantes et qu'il faut que si on veut les changer, il faut aller à l'intérieur. Ouais. Donc, il faut être dans les institutions, il faut rapprocher les citoyens des institutions. En tout cas, c'est notre perspective. Je vois que Ludwig n'est pas de mon avis, mais je trouve ça. Moi, je crois en l'addition des forces. Il en faut à l'extérieur, il en faut à l'intérieur. Nous, à Force Jeunesse, on choisit de travailler à l'intérieur et de considérer que la réforme, elle se fait de l'intérieur, de démystifier, donc comme je le disais, les institutions, de permettre aux jeunes de comprendre le fonctionnement démocratique, le fonctionnement de leurs élus, comment est-ce qu'on fait cheminer des enjeux. Et ça passe par des activités de sensibilisation et le plus tôt possible. Ouais. Et pourquoi vous n'êtes pas d'accord, Ludwig? Je suis pas d'accord à un niveau. Dans le sens, c'est pas une solution pour moi à la crise que vivent en ce moment les institutions puis la confiance envers les institutions démocratiques. C'est pas la seule. Mais parce que des gens qui veulent rentrer dans les institutions, il y en a déjà en masse, puis il y en a déjà beaucoup qui y participent déjà. Donc l'idée ici, c'est de se dire, si on veut redonner confiance en un système démocratique, peut-être que le problème est aussi dans le système lui-même. Peut-être que le système est structuré d'une telle façon qu'il bloque la parole de certaines personnes. C'est là que vous revenez à l'idée de Mélissa Mollet-Dupuis. Et quand on parle du sentiment de dépossession, c'est que de plus en plus, on constate qu'il y a certains enjeux qui sont de nature politique qui sont renvoyés dans les mains de personnes expertes ou de lobbyistes. Et ça, ça contribue au sentiment de dépossession, d'aliénation que les gens peuvent avoir par rapport à la politique. Le problème dont tu parles, c'est vraiment le problème qui est au cœur de ce qu'on appelle, puis qu'on n'arrive pas à faire, la réforme des institutions démocratiques. Exact. On a un système archaïque, on a un système de gouvernance politique qui date de 4 siècles et plus. Et nous, on l'a importé depuis 1 siècle et demi, sans compter avant ce qui existait. On n'arrive pas à convaincre les dirigeants politiques parce qu'ils n'ont pas cette sensibilité-là. Moi, je vais vous dire, quand je suis arrivé comme député, je disais ça à votre recherchiste, et je l'ai constaté pendant 25 ans, la plupart des nouveaux députés n'ont jamais réfléchi sur ce que c'est la démocratie. Ils ne se sont jamais posé même la question. Ils arrivent dans un parlement, qu'est-ce que c'est un parlement? Ils sont comme à peu près la majorité des citoyens, mais c'est un peu extraordinaire que finalement, tu es au cœur du processus démocratique. Tu n'as jamais réfléchi sur la démocratie, sur ses problèmes, sur ses solutions, sur la façon de fonctionner, sur ce qui pourrait être amélioré. C'est incroyable. J'ai une question pour vous, M. Charbonneau. Je m'excuse, Catherine. Oui, j'ai une question pour M. Charbonneau parce que moi, je regarde, comme je vous disais tantôt, je suis dedans à longueur d'année, la politique, puis je regarde le cycle politique. Là. Il y a à peu près 4 ans. Le gouvernement, quand il arrive en place, qu'est-ce qui se passe? Là? Comment ça se passe? Là, il dit, là, tout est de la faute de l'ancien gouvernement. On prend connaissance des dossiers. La 2e année, on pose des petits gestes. La 3e année, on se tient tranquille pour préparer l'année préélectorale. Bon, donc les cycles sont très courts. Est-ce que vous pensez, et je me posais la question, à savoir, est-ce que si on avait des élections aux 8 ans, par exemple, au lieu d'aux 4 ans, est-ce que ça améliorerait justement la gouvernance de l'État, des choses de l'État? Parce qu'on serait plus conditionné par l'élection qui s'en vient, puis cette espèce de cycle très raccourci-là. Je pose la question, là, je n'ai pas d'opinion sur la question, mais je me pose la question. Non, mais dans les faits, qu'est-ce que font les citoyens? En général, ils laissent un deuxième mandat. Les partis au pouvoir 2 mandats. Au Québec, c'est une espèce de tradition non écrite. Mais malgré ça, même si un parti peut être reporté au pouvoir plusieurs fois, le problème, c'est qu'on est dans un système confrontatoire. Partout dans la démocratie moderne. Alors là, on touche au mode de scrutin. Là. Pas juste le mode de scrutin. C'est une des... Et à la limite, le mode de scrutin, c'est quand même une réforme superficielle. Je vais aller peut-être à l'opposé de ce que Martine disait. Pour moi, c'est pas de rallonger le délai entre des élections, c'est de ramener des mécanismes qui vont redonner du pouvoir aux gens d'en bas. Donc, on parle de décentralisation du pouvoir, certes, mais il y a des expériences qui sont en train d'être menées, même ici au Québec, par exemple. Je vais prêcher pour ma paroisse. Manon Massé va faire des assemblées dans sa circonscription ouverte à tous les citoyens et citoyennes. Pas seulement aux membres du parti, exactement, c'est ça? Et où elle va rendre des comptes sur son action parlementaire et écouter la population. Ça, c'est juste un embryon de ce qui pourrait être fait. Parce que pour moi, je pense qu'il faut instaurer des mécanismes de pouvoir officiels qui vont redonner plus de pouvoir aux gens. Donc, des référendums, des processus de révocation des élus, mais que les gens soient sollicités d'une façon un peu plus constante, donc vont sentir que leur voix compte et pas seulement celle des experts. Mais pour ça, il faut qu'ils soient éduqués, parce que sinon, ils sont juste tannés d'être sollicités. Puis ça renvoie aussi aux institutions, parce que là, ce que vous dites, c'est créer de nouvelles institutions, décentralisées, mais ça reste des institutions. Ah, tout à fait. Absolument. Et donc, dans ce cas-là, et je veux dire, les gens, il faut, comme vous le disiez, il faut qu'ils comprennent les institutions, et pour réformer, moi j'insiste dessus, on peut avoir une pensée radicale et être à l'intérieur. On peut choisir de rester à l'extérieur, mais on peut être à l'intérieur, avoir une pensée radicale et une action qui n'a pas l'air radicale. Mais il faut des agents de changement dans les institutions, et absolument. Ça, j'en suis convaincue. Surtout des dirigeants politiques et des élus qui ont la conscience du problème.
et qui ont la volonté politique de changer les choses. Écoutez, ça fait 13 ans que toutes ces questions-là ont été abordées lors des États généraux sur la réforme des institutions démocratiques au Québec. J'étais le ministre responsable. Et depuis, rien. Quand vous dites rien, c'est rien. Mais comment? C'est l'éternel recommencement. À chaque fois, un gouvernement décide finalement de pas bouger parce que finalement, le système l'accommode. Qu'est-ce que c'est? C'est pas juste le mode de scrutin, là. Il n'y a pas eu de changements fondamentaux. On n'est pas capable, au Québec, de se poser la question, est-ce que on est pris avec ce système-là encore pour 4 siècles ou est-ce qu'on peut, à un moment donné, changer? Aux États-Unis, en Suisse, des référendums d'initiative populaire, il y en a. C'est pas des pays du tiers-monde. Il y a plus de pouvoir aux citoyens. En Suisse, les gouvernements, ils sont composés des représentants des principaux partis au Parlement. Imaginez-vous, là, s'il fallait qu'on ait les principaux partis de l'Assemblée nationale, chacun leur ministre. C'est la norme en Suisse, puis le chef du gouvernement, il est en rotation chaque année. Ça fonctionne. Il y en a qui vont dire que c'est plus difficile à gouverner dans un contexte. La parole est difficile aujourd'hui. Je pense que ça, c'est une des problématiques, par exemple, que je devrais interrompre, c'est le fait qu'il y a de la misère à donner la parole. Présentement, c'est ce que je vois. Et ça, c'est une problématique de démocratie énorme. Qui parle plus fort, qui parle le plus longtemps. Et mademoiselle parle pas souvent. Ludovic est très poli, c'est passé. Il y a une force de pouvoir, de la prise de parole qui ne devrait pas exister autant sur une question de force puis d'énergie, mais d'une écoute. Si on voulait vraiment s'écouter, on s'écouterait. Là, on essaie de se parler par-dessus. Et ça, déjà, c'est un exemple en démocratie donc, qui manque. Donc, on n'est pas tout à fait une bonne démocratie en ce moment. On n'est pas une démocratie parce qu'on s'écoute pas du tout. D'accord. Alors, je vais essayer de devenir aussi encore plus démocratique en donnant un peu la parole aux auditeurs avec quelques courriels. Je suis d'abord le mode de scrutin. Il y a beaucoup d'auditeurs qui en parlent. Martien Bélanger, modifier le mode de scrutin, octroyer un siège à chaque Première Nation, élire au suffrage universel le lieutenant-gouverneur du Québec qui est techniquement le chef de l'État. Samuel Bordello, il faut éduquer les citoyens pour qu'ils comprennent leur rôle, leurs droits, leurs recours et leurs devoirs. Jusqu'à maintenant, là-dessus, effectivement, on est tous d'accord. Étienne Richer, ma solution, une réforme du mode de scrutin en y intégrant plus de proportionnalité. Ici, sur la démocratie, il y a Daniel Junot, un ras-le-bol, je crois, parce qu'il n'y a pas assez d'imputabilité. On n'a qu'à penser au scandale des commandites à la commission Charbonneau. Alors, beaucoup de choses qui vont dans plusieurs directions. Comme je disais, quand même, pas mal de gens parlent du scrutin, du mode de scrutin, mais Jean-Paul Doyon dit « Je suis contre un mode de scrutin proportionnel car c'est l'institutionnalisation de l'hyperdivision ». Alors, même ça, là, c'est pas du tout tout blanc, tout noir, effectivement. Une petite pause. Écrivez-nous, Catherine@radio-canada.ca. Alors, en tant que jeune de 20 ans, je vois de près le désintéressement envers la politique. Je crois que d'en parler dès le primaire et le secondaire de façon intelligente, neutre et en profondeur pourrait être un bon pas. Ça, c'est Gab Gagnon qui nous écrit ça. Et puis aussi, il y a les élus, dit Jean-François O'Kane, les élus ne nous ressemblent pas. Il y a trop de médecins millionnaires à l'Assemblée nationale. C'est impossible dans ces conditions d'avoir un moindre sentiment de compréhension envers les gens ordinaires. Donc, la représentation... Oui, Ludwig. Ça, c'est une très belle observation. Qui peut faire de la politique? Hein? Parce que ça, c'est un problème qui apparaît dès les débats sur la démocratie à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Qui a accès à la démocratie? C'est les gens qui ont le temps et l'argent et un certain niveau d'éducation, donc ils sont sollicités. Donc, quand nos modèles, ce sont des médecins millionnaires ou des avocats ou des gens, des entrepreneurs à la François Legault qui essaient pourtant de se faire passer pour un anti-système, ce sont des gens qui viennent d'une certaine classe économique, qui ont un profil ethnique assez évident et qui, finalement, font le choix de la politique à un moment donné, et on a des raisons de croire que ça peut être par intérêt qu'ils sont là. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça? Martine Hébert voulait parler là-dessus. Écoutez, moi, je suis d'accord avec la diversité en politique, puis oui, ça prend des gens d'affaires, puis oui, ça prend des gens du communautaire comme Manon Massé, oui, ça prend une diversité d'élus pour être capable, justement, d'apprécier, d'arriver à un certain équilibre, parce qu'on se plaint beaucoup au Québec, hein, mais on vit dans une société relativement équilibrée, là. Nos lois du travail, si on a des lois du travail, par exemple, qui sont ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des forces opposées
société, tantôt les patrons, tantôt les syndicats, qui ont fait valoir chacun les intérêts de leurs membres et de ceux qu'ils représentent auprès des gouvernements qui, eux, sont appelés à trancher et sont appelés à faire les arbitrages nécessaires. Mais ce qui fait qu'on vit dans une société quand même relativement équilibrée, là. Je pense que faut le rappeler. Mais en ce moment, il faut avouer qu'il y a un genre de convergence, là, comme le disait Ludwig. Là, statistiquement, on a dans les postes importants quand même beaucoup de gens qui viennent d'un milieu assez homogène. Et ça me rappelait, puis là, je sais que je vais m'attirer des tomates, mais je m'assume et je prends les tomates. Mais je voulais parler de la rémunération. Comment est-ce en fait, la rémunération des policiers dans le sens que comment on va faire pour continuer d'attirer des gens de qualité en politique? Avec tout ce qu'on dit, là, tout ce qu'on sait que ça implique aussi, comme... Puis les gens qui nous écoutent ne le savent pas toujours nécessairement. M. Charbonneau, vous le savez beaucoup mieux que moi. La vie d'un politicien, là, c'est pas simple. Hein. C'est du 7 jours sur 7. C'est du 15 heures par jour. Et tout ça pour te faire critiquer constamment. Ouais. Là. Alors, est-ce que vous venez de faire un lien alors que je parlais de l'homogénéité actuelle? Ouais. Est-ce que c'est pour ça qu'en ce moment, ça attirerait plus des gens un peu indépendants de fortune? C'est pas exact. Jean-Pierre avait demandé... Un instant. Jean-Pierre avait demandé la parole. C'est juste des gens indépendants de fortune en politique. Le problème, c'est que c'est le problème de la représentation. C'est pas une représentation équitable en regard des opinions des citoyens d'abord, puis en regard de la composition socio-culturelle ou ethno-culturelle de la société. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est aussi la responsabilité des partis d'établir des règles de choix de leurs candidats qui font que la représentation va être ou l'offre de service de la représentation et va des être médias aussi. Pardon? Parce que les médias, quand une candidature a l'air trop extraterrestre... J'espère qu'on va se garder un peu de temps pour les médias, ça aussi, tantôt. Inquiétez-vous pas, on est capable d'en prendre. Nolly, vous exprimer oui, effectivement, sur la question de la représentativité, évidemment qu'il y a une forte homogénéité, on le voit dans la plupart des démocraties modernes. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est qu'on ne peut pas décréter l'arrivée de personnalités diverses. Il faut créer des mécanismes très tôt. Effectivement, les partis politiques ont une lourde responsabilité pour créer les conditions, pour qu'il y ait de nouvelles figures qui émergent. Les gens en ont assez de voir les mêmes briguer les mêmes postes. Donc ça, c'est problématique. Et alors, comment stimuler des nouvelles? Ça part très tôt. Ça part très tôt. Il faut faire émerger des figures dans différents milieux, dans le milieu communautaire. Les médias, évidemment, ont un rôle à jouer pour permettre que des voix différentes puissent être entendues. Alors, mais un autre élément aussi qu'il faut garder à l'esprit, et moi, c'est parce qu'on est en train de dépeindre un portrait très sombre de la démocratie, et c'est mérité. En revanche, il y a quand même des moments de sursaut. On l'a vu, par exemple, ici au Canada, aux élections fédérales de 2015, il y a eu une explosion du vote, notamment des jeunes, plus 18 points de pourcentage. Pourquoi? Il y a eu, de toute façon, plus de 10 points dans la population générale. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une figure qui, notamment, a inspiré des jeunes. On l'a vu avec Obama. Il y a eu notamment un vote très important des populations racialisées, avec Bernie Sanders. Vous voyez qu'il y a avec quand même... René Lévesque à une autre époque. C'est pas un exercice désincarné, la politique. Donc il faut aussi renvoyer aux figures qui l'incarnent pour donner envie aux citoyens de se mobiliser. Quand vous parlez de former la relève, j'aimerais attirer l'attention aussi Nolly Delannon sur vraiment quelque chose, un chantier que je pense que vous avez contribué à mener, c'est le projet de loi 693. Absolument. On en est où, là? Eh ben, il a été adopté à l'unanimité la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Expliquez-nous ce que c'est, parce que ça, c'est... Oui, effectivement, c'est un projet de loi qui visait à réserver un siège sur tous les conseils d'administration de sociétés d'État à un jeune de moins de 35 ans. L'enjeu, c'est que ces jeunes-là... 20% de la population ne représentait moins de 1% des administrateurs de sociétés d'État, donc des lieux où on décide de l'avenir collectif du Québec, où on prend des décisions essentielles sur le bien commun et où pourtant une frange importante de la société est complètement absente. Donc pendant des années, Force Jeunesse a milité pour cela. L'enjeu, il est très clair, c'est que en ayant la possibilité d'avoir une présence de jeunes, donc, et nous, on assiste bien d'une diversité de jeunes dans ces lieux-là. L'objectif, c'est de permettre à ces personnes-là de pratiquer les institutions. Et ça, c'est en droite ligne avec tout le travail que fait Force Jeunesse. Et l'autre élément aussi à souligner avec cela, c'est que on ne peut pas croire en un système auquel on ne participe pas. Donc, tant que les jeunes et les personnes racialisées, les personnes marginalisées de différents milieux socio-économiques n'auront pas leur place dans les institutions, dans les lieux de décision, ils ne pourront pas croire dans la démocratie. Donc, ça veut dire, là, si je vous entends bien, vous avez l'air de faire un lien, il faut fonctionner un peu par système comme ça, avec des projets de loi qui vont demander à certains égards une meilleure représentativité. Il faut que ce soit une commande à un moment donné, une commande politique. Quand ça bloque. Quand ça bloque. Mélissa avait demandé là-dessus. Il y a une mobilisation qui s'est faite avec les Premières Nations qui implique des gens qui n'ont jamais participé au mode électoral, qui n'ont jamais participé au mode fédéral, provincial, qui refusent de voter parce qu'ils disent que s'ils votent, c'est comme s'ils reconnaissaient la colonisation et ils ne veulent pas le faire
par une question d'identité. Ça veut pas dire qu'ils se sont opposés violemment, ça veut dire qu'ils ont demandé quand même une responsabilité de la part des gouvernements qui parlent en leur nom ou qui décident en leur nom. Et je pense qu'une des forces qui a été de cette mouvance-là, c'est que c'était une mouvance qui était très horizontale, qui a donné la parole à des gens qui avaient aucune éducation politique, aucune éducation, même des fois des gens qui savent pas ni parler français ou anglais, qui n'ont pas appris à lire, à écrire, et surtout qu'il y avait une participation tellement horizontale que les aînés et les jeunes travaillaient ensemble. On a vu des aînés marcher dans des tempêtes de -20 pour les droits autochtones, comme on a vu des jeunes traîner les aînés pour pouvoir les aider. Et j'ai trouvé que c'était justement une des problématiques de cette déconnexion qu'il y a entre les classes sociales, entre les groupes d'âge, entre les jeunes, justement pendant la crise étudiante, j'en revenais pas, je disais, ils tapent sur leurs enfants, ils sont en train de taper sur leurs enfants, et les aînés doivent se protéger parce que les jeunes les ignorent, et les jeunes sont ignorés par leurs aînés qui, eux, se disent, moi et moi et moi. Alors, les deux solutions que j'aurais, pour moi, là, qui pourraient changer peut-être la société, ça serait cette perte d'individualité, de séparation des groupes. Et la plus horrible suggestion que j'aurais à faire, c'est d'enlever justement des rémunérations au gouvernement, que les gens le fassent de façon bénévole. Nous, on se mobilise gratuitement, bénévolement. Oui, mais c'est ça, c'est gros temps plein, là, quand on est rendu à gérer un État. Mais on a encore, nous, des leaders traditionnels qui le font gratos, et ça fonctionne parce qu'ils parlent pour la communauté et ils n'ont pas la main dans les petites enveloppes ou les petites poches de quelqu'un. C'est tellement subversif que je me fais traiter de communiste dans ce temps-là. Mais je suis traditionnaliste à Alors, dans l'ordre, il y avait Ludwig, il y avait Martine, il y avait Jean-Pierre. Ludwig Moquin-Baudry, professeur de philosophie au Cégep. Oui, je veux revenir sur quelque chose que Mélissa a dit plus tôt dans son intervention sur la question de la solution qu'elle proposait. Là, on pourrait débattre pendant des heures là-dessus. Mais c'est sûr, cette participation-là des gens qui n'ont jamais participé. Et que ce soit dans les communautés autochtones, que ce soit, on n'a pas besoin d'aller très loin, là, Montréal-Nord ou Saint-Michel, il y a des gens aussi là qui sont citoyens, citoyennes, qui n'ont jamais participé à la vie démocratique. Puis même dans les quartiers populaires tout à fait blancs au plan ethnique, ça se passe aussi. Il y a toutes sortes de raisons pour ça. Mais à force d'évoluer dans le milieu politique, j'ai rencontré beaucoup de gens, notamment dans les partis de pouvoir, PLQ, PQ au Québec, et dans les espèces d'antennes qui gravitent autour. Il y a une peur. Hein? Quand on dit on va redonner du pouvoir aux citoyens et citoyennes, il y a toujours une peur de oui, mais il risque pas d'y avoir des débordements. Est-ce que ça pourrait pas mener à des décisions qui vont être tout croche? Donc, il y a une peur de la prise de pouvoir citoyenne ici. Il y a des pouvoirs investis qui ont un avantage à limiter aussi la participation citoyenne. Et pour moi, toute cette dynamique qui tend à rejeter des considérations politiques dans les mains d'experts. J'y reviens souvent aujourd'hui, mais pour moi, c'est important. Ouais. Tout ça participe du même mouvement qui dépossède les gens et qui alimente cette montée de l'autoritarisme. Bon, et donc, cette perte de il y a des gens qui ont, vous diriez jusqu'à dire, qui n'ont pas intérêt à ce qu'on rallie comme ça toutes les classes sociales et puis qui s'arrangent pour qu'il y ait de la résistance. Est-ce que ça résume un petit peu? Il y a Martine puis Jean-Pierre dans l'ordre, oui. Martine Hébert. Quand on parle des gens qui n'ont jamais participé ou qui participent peu, là, c'est sûr que le cynisme ambiant aide pas à la participation, puis ça fait en sorte que les gens se sentent dépossédés, en fait, et ne comprennent plus l'essence de ce que c'est la démocratie, puis de ce que c'est. Et puis c'est pas juste d'aller voter, mais comme le disait mademoiselle de Fort-Jeunesse tantôt, c'est important de se rallier à des groupes ou de participer à travers des groupes comme ça qui nous permettent justement d'avoir une voix. Mais il faut se dire que c'est pas tous les citoyens là, qui vont aller chez leurs députés demain matin pour faire part de leurs problèmes. Puis tu sais, à un moment donné, puis je suis un petit peu aussi tannée d'avoir la perception que les députés ils n'écoutent pas les citoyens. C'est pas vrai. Là. Moi, j'en connais beaucoup de députés. M. Charbonneau pourra peut-être corroborer ce que je dis, mais ils font du comté, puis ils rencontrent des gens dans leur comté, puis ils sont à l'écoute des gens de leur comté. Est-ce qu'ils sont capables de faire changer les choses de la façon dont les gens voudraient? Ça, c'est une autre histoire. Ouais, mais il y a aussi c'est pas simple gérer l'État. Des sondages qui montrent que la population a souvent la perception que le député est plus en train de vendre sa ligne de parti que d'écouter la population. Donc, il y a des choses à corriger de ce côté-là. Jean-Pierre Charbonneau. Dans une démocratie représentative où les élus sont les représentants du peuple, mais sont aussi les porte-étendards de leur parti. Ils sont toujours pris entre ces deux dilemmes-là constamment, quels que soient les partis, y compris à Québec solidaire. Ceci étant, moi, je suis un partisan de la participation citoyenne augmentée, mais qu'est-ce qui va amener la participation citoyenne plus grande? C'est que tu donnes aux citoyens plus de pouvoir de décision. Parce que là, tu as une mobilisation. C'est pour ça que, tu sais, les gens disent,
disent, oui, mais en Suisse, des référendums d'initiative populaire où tu as 30% de la population qui participe, c'est pas la fin du monde. 30% d'une population, c'est pas mal de monde, pas mal plus qu'un sondage. Mais oui, c'est vrai. Alors, ou 125 élus à l'Assemblée nationale. Voilà. Alors, sur un certain nombre de questions, il ne s'agit pas de dire qu'on va gouverner par référendum d'initiative populaire, mais sur un certain nombre de questions, on devrait être en mesure de permettre aux citoyens de trancher des débats. Et deuxièmement, de faire en sorte que quand ils se présentent à l'Assemblée nationale, ils se retrouvent pas devant des ministres, pas des députés nécessairement, mais des ministres qui ont déjà leur idée de fait et qui ne veulent pas changer d'opinion. Et qui finalement font en sorte que les consultations publiques sont souvent dévalorisées parce que tu fais une commission parlementaire puis en bout de piste, tu ne changes rien au projet de loi. Et c'est là qu'un référendum d'initiative populaire pourrait amener le gros bout du bâton ailleurs. Ça existe au niveau municipal. Oui, pourquoi ça n'existerait pas au niveau de l'Assemblée nationale? Alors, vague de courriels à nouveau. Il y a Lise Jonca. En 2012, à l'époque des carrés rouges, un des slogans était « Vous trouvez que l'éducation coûte cher? Essayez l'ignorance ». Je m'inspire de ce slogan au sujet de la démocratie en vous disant « Vous trouvez que la démocratie est imparfaite, essayez le totalitarisme avec les terribles conséquences à la clé. » Bonne journée. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, c'est pour essayer de s'éviter ça, effectivement. Ah, tiens, intéressant, Aurélie Langto, qui a fait partie du mouvement Faut qu'on se parle. Ce que j'ai entendu le plus souvent avec Faut qu'on se parle sur la démocratie, scrutin proportionnel mixte et plus d'éducation citoyenne aux enfants, le sentiment d'un blocage démocratique semblait aussi très largement partagé. Donc, on se rejoint là-dessus. On va entendre leur conclusion officielle, leur synthèse officielle après Noël, mais ça a l'air que ça va... On pourrait se poser la question par rapport à ce que Mélissa... je sais pas qui disait tantôt, je pense que c'est toi qui disais que c'était extraordinaire il y a 2 ans. Bon, le Canada, les jeunes ont plus voté parce qu'il y avait une figure qui les inspirait. Mais la même figure qui les inspirait aujourd'hui a renié son engagement sur le mode de scrutin. Autrement dit, quelle est la conséquence du cynisme qui va se développer quand tu as des chefs de parti qui se font élire avec une vague de popularité, qui ont des selfies à la main à tous les jours, puis qui renient leurs engagements surtout politiques. Sur des choses qui impliquent justement autant les fondements de la démocratie. Ludwig voulait... Non, c'est Nollywood Delano. Moi, je faisais pas l'apologie de M. Trudeau en particulier. Non, mais c'était je fais du surf sur cet exemple. Oui, mais ce que moi, je tenais à dire, c'est que ce n'est pas un phénomène irréversible, le désengagement politique, et qu'il y a toujours possibilité d'aller captiver l'intérêt et la mobilisation des gens. Mais évidemment, ça se travaille au quotidien sur le terrain, et effectivement, il faut décentraliser le pouvoir pour permettre aux citoyens d'avoir le sentiment qu'ils peuvent avoir leur mot à dire. Quand on parle d'éthique politicienne, c'est ça. C'est-à-dire que tu as des gens qui font des campagnes électorales, puis quand ils sont au pouvoir, ne respectent pas leurs engagements. Alors, l'impact sur les citoyens, sur leur niveau de confiance et le ciment de la démocratie, c'est le niveau de confiance. L'impact est très lourd. En effet, il y a Ludwig puis il y a Martine Hébert, Ludwig Moquin-Baudry. Je partage entièrement ce que dit M. Charbonneau. Cette critique-là, j'y souscris, mais j'irais un pas plus loin en disant, dans la pratique même de la politique des partis de pouvoir, il y a un phénomène qui est qui peut être décrit comme le centrisme extrême ou ce genre de choses-là, c'est-à-dire on va construire des programmes politiques puis des offres politiques à partir de focus group et de marketing, et là on va essayer d'unifier ça dans une campagne électorale. Justin Trudeau, c'est un parfait exemple de tout ça. Hillary Clinton aussi. Et ça offre une espèce d'option centriste, mais finalement qui tient pas énormément puis qui est surtout bon pour se faire élire. Et une fois qu'on est élu, ben là on fait business as usual. Cette espèce de centrisme de compromis, ça alimente le cynisme, et on aurait avantage du point de vue des solutions. C'est ça. Du point de vue des solutions. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire contre ça? On a nommé Bernie Sanders, on a nommé des exemples. Pour moi, le jeu politique doit se faire à partir de positions claires offertes par des gens qui représentent des options claires, qui sont cohérentes avec ça. Pas du grappillage à gauche à droite, puis disons des programmes bâtis par du monde en marketing, mais disons des figures à la Sanders. On a toujours su où il logeait. Il se disait socialiste aux États-Unis alors que c'était impossible de se dire socialiste apparemment. Cet homme-là battait Trump à plate couture dans tous les sondages. Podemos en Espagne est en train de faire quelque chose de très intéressant aussi. C'est des gens qui assument une ligne politique et qui vont la défendre, et c'est ce que les gens veulent. Au final, la solution à la perte de pouvoir et à la crise de confiance, c'est on veut retrouver des gens qui nous offrent des options claires
et qui vont régler des problèmes. Ludwig, ça ne nous assure pas que ces mêmes personnes-là vont s'y tenir. Est-ce qu'il y a des mécanismes, puisqu'aujourd'hui, on essaie de mettre des solutions sur la table? Parce qu'il n'y a pas de conséquences à l'acte. Et voilà. Est-ce qu'il y a des mécanismes? Mélissa voulait parler. Monsieur Charbonneau a soulevé un super bon point, c'est qu'ils sont prêts, selfie à la main, à nous séduire. C'est ce que j'ai remarqué le plus des élections américaines. J'ai aucune idée de ce qu'ils vont faire comme programme, mais je sais totalement comment on analysait chaque mouvement de Hillary Clinton, chaque mouvement de Trump. Puis, c'était vraiment une question c'est un concours de popularité, là. C'était comme Shall We Dance? C'était vraiment, ça avait rien à voir avec le contenu du pays, ça avait juste à voir avec le contenu de l'image. Et ça, c'est un danger. On l'a vu avec les élections. On se fait promettre des choses, on en reçoit la moitié, mais on est content parce que c'était donc le fun, puis j'ai un bon sentiment de ces élections-là. Alors, on va consacrer un dernier bloc à parler, je pense, des médias qui ont peut-être un rôle à jouer dans la manière dont tout ça est relayé. Mais oubliez pas, on essaye d'être en mode solution. Alors, juste peut-être une coupe de courriel, une mini-pause, puis on fait ce dernier bloc. Un pouvoir de révocation des élus serait déjà un pas en avant, mais surtout, arrêtons d'être gênés de parler politique en groupe de peur de froisser. Mais là, ça rejoint un peu. C'est vrai, on parle plus d'image puis que de politique. Je suis doctorante en sciences politiques. Il est étrange de voir les gens penser qu'on y apprend à crosser le système. C'est pour vous dire le cynisme. Alors qu'en France, étudier en sciences politiques, c'est très bien vu. On pense ça des gens qui étudient en sciences politiques ici, qu'on apprend à crosser le système? Enfin, ça me surprend. J'espère que c'est pas le cas de trop de gens. Je suis moi-même cynique, mais rien n'empêche d'expliquer le vivre en société à mon fils qui est encore bien petit. L'éducation commence dans la famille, la première société. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, dans les familles, on parlait de l'école tout à l'heure. Ça, c'est la conscience. Oui, la conscience. L'éveil de la conscience. Pour nous visiter sur Internet, allez à radio-canada.ca/Catherine. Alors oui, qu'est-ce qui pourrait, si on parle du rôle des médias, puis j'aimerais qu'on évite de commencer par casser du sucre pendant 10 minutes, parce que d'abord, il nous reste rien que 5 minutes. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Qu'est-ce qui, en ce moment, pourrait être amélioré? Martine Hébert. Ben, écoutez, c'est sûr qu'on vit dans un monde d'instantanéité, mais je le disais, comme on disait tantôt, on aura beau dire qu'on va avoir, par exemple, plus d'articles de fond dans les médias, plus d'articles étoffés, fouillés, des gros dossiers. Mais il y a personne qui va le lire. Et c'est ça. Mais il y a personne qui va le lire. Ben, c'est ça le problème. Alors, c'est pour ça que je dis, on a beau casser du sucre sur le dos des médias, mais si on travaille pas à la base, comme on dit depuis le début de l'émission, pour redonner justement le goût d'apprendre, le goût de la recherche, le goût du débat, de développer son sens critique, qui sont toutes aussi des qualités qui sont essentielles sur le marché du travail, soit dit en passant, quand on grandit. Ça tombe bien, ça peut être pratique. Ça peut être très pratique. Si on travaille pas sur cette base-là, on va casser du sucre sur le dos des médias pendant des siècles et des siècles. On n'arrivera à rien. Bon. Moi, je pense donc, le problème, c'est beaucoup ce que les gens, finalement, parce que les gens peuvent... Oui, ce qu'on est rendu qu'on recherche, d'une part. Vont être friands de quelque chose de plus sensationnaliste. Oui, l'autre chose, je me disais aussi, est-ce que l'anonymat des médias sociaux, c'est une bonne chose? Est-ce qu'on ne devrait pas songer, je ne sais pas comment, par quel mécanisme, abolir ça? On a le droit de mettre la question sur la table aujourd'hui. Abolir, OK. Oui, abolir l'anonymat sur les médias sociaux parce que l'anonymat te donne le droit de dire n'importe quoi. Okay. Donc, c'est devenu toxique, ça. Tout le monde le dit. Les gens en politique le disent. Et des ex comme vous, Jean-Pierre Charbonneau, nous ont déjà dit autour de la table, je voudrais pas faire ce métier-là à l'époque des réseaux sociaux. Non, je voudrais certainement pas recommencer avec les réseaux sociaux dans les pattes. Mais je voudrais juste, sans casser de sucre, il faut néanmoins mettre la responsabilité. C'est-à-dire, en 1921, il y a un journaliste américain, Walter Lippmann, qui a dit la chose suivante: la crise actuelle de la démocratie occidentale. Imaginez-vous, en 1921, on parlait de la crise actuelle de la démocratie. On est en 2016, puis on en parle à la fin de 2016. Il disait, c'est une crise du journaliste, des médias. Ceci étant, une des choses qu'on pourrait faire, c'est par exemple, comment se fait-il que le CRTC laisse des radios poubelles qui sévissent sans équilibré. Moi, je pense pas qu'il s'agit d'interdire les propos, mais il s'agit de faire en sorte que des patrons de presse soient obligés d'équilibrer les tribunes publiques. Les commentateurs qui parfois sont tous de la même orientation, des animateurs qui sont tous... Parce que ce sont les ondes publiques. Parce que ce sont les ondes publiques. T'as une réaction, Ludwig? Je partage aussi encore avec M. Charbonneau cette idée-là qu'il faut diversifier les opinions qui sont émises qui sont reçues dans les médias parce que on finit par entendre toujours la même chose et penser que finalement c'est toujours la même gang
qui dit toujours la même chose et on finit par s'en tanner. C'est là qu'on va rechercher justement du spectaculaire. Hein. Puis ces opinions radicales-là, mettons des guillemets, méritent d'être entendues, ne serait-ce que même s'il y a un risque de débordement. Donc, on ne veut pas censurer. On peut est pas tous d'accord censurer, sur ça, mais je dirais il faut aussi diversifier les gens qui analysent la politique dans les médias. Oui. Parce que souvent, la grille va être utilisée et va être construite de manière consciente ou non, à partir de ce qui existe déjà. Donc, et qui ne fonctionne pas très bien. Quelque chose va être considéré comme recevable ou sérieux seulement à partir des critères actuels qui font que quelque chose est recevable ou sérieux. Et dès que ça sort, on considère ça comme étrange. Et il y a tout un vocabulaire qui va se mobiliser pour dépeindre ces options qui sortent du cadre comme étant pas si sérieuses que ça. Oui. Et là, vous avez d'autant plus raison de soulever cette question-là qu'on l'a vu dernièrement. Nos modèles d'analyse n'ont pas fonctionné aux dernières élections américaines, entre autres. Alors, il y a des questions à se poser. D'autres idées à propos du rôle des médias, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Nous autres, on a pris les médias sociaux en otage pendant nos manifestations avec Dalmore. C'est comme ça qu'on a pu avoir de l'information. On s'est auto-nourri d'informations parce qu'en 90, il a fallu un documentaire pour avoir un point de vue sur la crise d'Oka. Il n'y avait rien dans les nouvelles à part qu'on bloquait des ponts. Là, on a vu le changement. On a vu aussi que notre appel à ce que les médias changent leur manière a marché. Présentement, on a des espaces médiatiques beaucoup plus intéressants qu'il y a 25 ans. Donc, vous voyez du bien dans ce nouvel espace-là qui s'est ouvert. Il y a une responsabilité aussi de consommation. Où est-ce que moi, je peux bien passer une journée à regarder ce qui se passe sur Facebook, mais il faut que je fasse la différence entre ce qui est des vraies nouvelles et ce qui n'en est pas. Ouais. Et là, on je vais revient à l'éducation. Sur ce que Mélissa vient de dire. Justement, effectivement, ce que je crois, c'est que ça renvoie à la question de l'éducation et à l'autonomie des citoyens. Parce qu'effectivement, on critique les politiques qui se renient une fois qu'ils sont au pouvoir, mais en même temps, pourquoi ils se sont reniés? Parce qu'ils ont fait de la surenchère à la demande populaire, à la demande des médias. Donc, il y a aussi une responsabilité partagée et in fine, c'est quoi? C'est développer la capacité des citoyens à faire la part du vrai, du faux et à comprendre eux-mêmes ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. D'accord, Martine Hébert. On ne peut plus d'accord. On ne peut plus d'accord. Alors, regardez, je vais m'amuser à faire un genre de... vous allez me dire s'il y a des choses que vous voulez pas qu'on retienne, mais puisqu'on avait dit qu'on allait être en mode solution. Cours d'éducation citoyenne jeune. Donc, Ludwig qui disait dès 7-8 ans, éduquer à ce que c'est la démocratie, ce que c'est nos institutions citoyennes. Apprendre à réfléchir. J'ai retenu Philo jeune, le concept, entre autres, de Frédéric Lenoir, le français, mais qui est repris ici par d'autres. Je retiens aussi plus de consultations directes aux citoyens, puisque tout le monde est d'accord avec ça. Vraiment des référendums d'initiatives populaires. Ça, c'est plus de pouvoir aussi. Plus de pouvoir, pas juste de la consultation. C'est ça. Mais de pouvoir, c'est ça, de réclamer, c'est ça, d'avoir le droit de donner son opinion. Et de décider, parce que le pouvoir, c'est de décider. Prendre des décisions, vous avez raison. C'est une nuance très, très importante. Comme on le fait, vous l'avez rappelé, dans plusieurs États américains, en Suisse, donc des endroits même où il y a des modèles intéressants aussi. Le budget participatif qu'on a retrouvé, par exemple, une innovation brésilienne. Le budget participatif, donc c'est une capacité des citoyens à décider pour une partie d'un budget d'une municipalité, par exemple. Le budget, c'est un exercice éminemment politique. Donc, mais les citoyens ont aussi la responsabilité d'utiliser les pouvoirs qu'ils ont déjà, parce qu'ils en ont déjà des pouvoirs. Ils en ont déjà des mécanismes, des groupes auprès desquels ils peuvent s'adresser justement pour faire valoir leurs opinions et faire changer les choses. Et ça, c'est important de le rappeler, parce qu'on a parlé beaucoup de ce qu'on n'a pas, mais il faut se ramener à ce qu'on a aussi. Et des groupes comme Force Jeunesse, c'est ce que vous voulez faire. Vous vraiment nous aider à mieux utiliser les pouvoirs qu'on a déjà, en pensant aux jeunes surtout. Merci beaucoup. Écoutez, on n'a pas changé le monde, là, on n'a rien réglé, mais je sais pas, au moins se donner le droit de se dire que peut-être que ça peut être encore amélioré ou au moins sauver cette démocratie. Martine Hébert, vice-présidente principale de la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, Mélissa Molène-Dupuis, activiste autochtone, Noliwe Delanon, présidente de Force Jeunesse, professeure de gestion internationale à l'Université Laval, Ludwig Moquin-Baudry, professeur de philosophie au collégial, et Jean-Pierre Charbonneau, ancien député du Parti québécois, ancien président de l'Assemblée nationale. Un grand merci tous les 5